technique. Donc rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du lycée Charles de Gaulle. Nous sommes 3 présentateurs, Romane, Inès et Timothée. Et nous sommes ravis de vous accueillir dans notre nouvelle émission qui, on l'espère, vous plaira. Notre classe est intéressée au sujet de l'égalité. Je vous laisse rejoindre le plateau en compagnie de mes 2 camarades, Inès et Timothée. Thème vaste, me direz-vous, mais qui, avouons-le, est toujours d'actualité. Nous sommes partis chacun sur des pistes différentes, en commençant par l'égalité homme-femme. Nous vous proposons alors maintenant de s'interroger un moment sur la place de la femme dans notre société. Accueillons dès maintenant Lola, Léana, Katerina et Raphaël. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Lorsqu'on a posé l'idée de l'égalité, vous avez immédiatement pensé à la parité ? Oui, nous sommes intéressés par la politique, notamment les inégalités entre les hommes et les femmes, plus précisément dans le monde du travail. Si l'on écoute la définition donnée par le site du gouvernement, on entend cela. La parité au travail désigne l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi, à la formation, à la mobilité, à la promotion ou en termes d'égalité de salaire. En politique, des lois ont été créées pour permettre l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Nous avons donc eu la chance de rencontrer, pour mieux comprendre, Madame Verrien, sénatrice de Lyon, qui a généreusement accepté de répondre à nos questions. Découvrons donc dès maintenant ce reportage réalisé par cette équipe. Bonjour Madame Verrien. Bonjour. On est heureuse de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre d'un projet Web TV pour parler d'un sujet qu'on trouve important actuellement, la parité. D'abord, pourriez-vous vous présenter rapidement ? Oui, donc je suis Dominique Verrien, je suis sénatrice de Lyon et présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Pour vous, qu'est-ce que la parité, si vous pouviez la définir en quelques mots ? Alors, la parité pour moi, c'est d'essayer de créer une société équilibrée, égalitaire. Elle est faite d'un peu plus de femmes que d'hommes en réalité, mais on va dire 50-50 d'hommes et de femmes. Et je pense que c'est ensemble, avec nos diversités, d'ailleurs, que l'on doit essayer de travailler pour construire un monde heureux et dans le travail, construire aussi des entreprises non seulement équilibré, mais le fait d'être différent permet de mieux travailler et de mieux se rendre compte, par exemple, quand on a un problème, si on a tous la même solution, il y a des risques pour qu'on aille vraiment dans le mur, alors que si on est différent, on peut étudier plusieurs solutions et peut-être qu'on trouvera la bonne. Pourquoi est-ce que ce sujet vous tient tant à cœur ? Y a-t-il une raison particulière ? Probablement parce que j'ai grandi parmi des hommes, ingénieur en travaux publics, on s'en rend compte. J'ai vécu dans un monde qui était plutôt sexiste. Il n'y a pas de raison que ce monde soit sexiste, il n'y a pas de raison. Les femmes savent aussi bien réfléchir que des hommes, peuvent faire tout de la même façon que des hommes. Ça a toujours été ma façon de concevoir les choses. Je ne pensais pas, en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes, avoir un jour à me battre en me disant qu'il faut que cette égalité des droits et cette égalité des chances, je me batte pour pouvoir l'avoir. Avez-vous rencontré des difficultés durant votre parcours pour en arriver à la place que vous avez actuellement ? Alors, au niveau politique, étonnamment non, mais probablement parce que justement, étant formée aux travaux publics, qui est un monde bien plus machiste que la politique, j'avais appris à m'affirmer. Et donc, du coup, le monde politique s'est très vite habitué à me voir avancer sans vraiment chercher à m'arrêter. Nous avons une dernière question donc. Si vous deviez faire passer un message aux jeunes qui vous regardent, lequel serait-il ? Eh bien, les filles et les garçons ont exactement la tête faite de la même façon, doivent avoir évidemment les mêmes droits, doivent avoir les mêmes chances. Et j'aurais un petit message spécifique pour les filles pour dire osez. Surtout, ne vous laissez pas impressionner par ceux qui pensent que ça n'est pas fait pour vous. Tout est fait pour vous, vous avez toutes les chances possibles, et y compris en faisant des maths. Nous remercions beaucoup Madame Verrien de s'être rendue disponible aussi aimablement pour nous permettre de mieux appréhender le sujet. Pour approfondir un peu le sujet, nous avons convié le club débat du collège Dunois de Caen. Les voici.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de mener un club débat au collège? Alors moi du coup c'est Merwan, j'ai ouvert un club débat au collège d'Inois du coup il y a 3 ans et c'était vraiment dans l'optique de donner la parole aux élèves, que ce soit sur des inégalités, sur plein de choses qu'ils peuvent voir au quotidien pour qu'ils puissent échanger dessus, avoir un avis et apprendre à se positionner sur tout ce qu'ils peuvent voir au quotidien. Alors, je vais vous poser quelques questions. Donc, pour vous, de manière générale, donc une définition qui vous convient, c'est quoi la parité? La parité, je dirais que c'est l'égalité entre deux groupes, que ce soit les hommes et les femmes ou gauche et droite dans la politique. Avez-vous des choses à ajouter? Non, alors là je vais vous adresser à vous les filles donc, de 4e D, élèves de 4e D. Donc quelles actions pourriez-vous mener donc, en tant que jeunes pour diminuer les inégalités entre les hommes et les femmes aux écoles? Ce serait essayer d'en parler autour de nous, faire montrer toutes les inégalités qui se trouvent en ce moment. Ce serait aussi en imposant des règles ou en même mettant des lois. Très bien. Et donc, une petite dernière question pour vous tous. Est-ce que vous avez des choses à rajouter donc, sur ce sujet qui passionne? Je vais me permettre de prendre la parole en premier. Donc, que ce soit le club débat ou cette émission, je pense qu'il ne faut jamais arrêter d'en parler. En fait, c'est en parlant qu'on se rend compte de toutes les inégalités en fait, qui peuvent y avoir de manière un peu latente dans notre société. Et en parlant, on apprend à mieux les combattre, à mieux se positionner et à mieux les démêler. C'est aussi ce qu'on voit avec le club débat, tel que des questions qu'on pose en permanence, comme est-ce normal qu'il y ait plus d'hommes qui dirigent le monde? Des questions de ce genre-là. Très bien, merci pour cette intéressante rencontre et donc merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Merci à vous. Nous vous remercions pour ce moment passionnant et j'invite désormais Romane à venir sur le plateau. Bien des domaines ne semblent pas si facilement accessibles aux femmes. La science en fait partie et est beaucoup représentée par les hommes. Romane, Zoé, Mathéo et Thomas s'y sont intéressés et on propose d'accueillir en direct Madame Le Sen. Bonjour Madame, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous avons effectué des recherches portant sur l'accès à l'emploi pour les femmes et nous avons également travaillé sur leurs conditions. Bonjour Madame, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Nathalie Le Sen, ingénieure de recherche en physique nucléaire au GANIL, le grand accélérateur national Dion-Lourd au nord de Caen. Nous avons préparé des questions à vous poser pour que vous puissiez nous partager votre expérience. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier? Alors, je suis ingénieure de recherche, donc je conçois et je mets au point des dispositifs expérimentaux. Alors, dans mon cas, pour étudier les propriétés fondamentales des noyaux, par exemple, au GANIL, on utilise des ions radioactifs. J'utilise également des lasers, des cellules gazeuses, des champs électriques et magnétiques pour les manipuler et les étudier leurs propriétés fondamentales. Pensez-vous avoir eu plus de difficultés qu'un homme en accédant à ce métier particulièrement qualifié? Alors, avant de répondre à cette question, je peux revenir sur mon parcours. Donc, j'ai fait des études de physique nucléaire fondamentale. Ensuite, j'ai fait un doctorat en physique nucléaire au GANIL et j'ai toujours été soutenue par mes directeurs de thèse et mes superviseurs. Donc, quand j'ai passé le concours pour avoir le poste d'ingénieur de recherche, je l'ai eu sans difficulté. Donc, dans mon cas, je ne pense pas avoir eu de problème pour accéder à mon métier. Avez-vous rencontré des difficultés dans votre carrière ou dans vos études que vous avez vécues comme sexistes? Alors, des remarques et des propos sexistes, j'en ai subi comme toutes les femmes, je pense. Cela dit, dans mes études, je me suis toujours considérée comme l'égale d'un garçon, donc j'ai pas eu particulièrement de problème. En tout
tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Dans ma carrière, j'estime avoir bien progressé. J'ai toujours pu faire mes projets, mes demandes de financement, mettre au point mes projets, faire mes collaborations. J'ai eu aussi une carrière satisfaisante. Donc, pour moi, je ne pense pas avoir subi particulièrement de sexisme, mais ça ne veut pas dire évidemment que j'en ai pas subi, parce qu'on n'est pas toujours conscient de ça. Donc il faudrait des statistiques pour voir à ma place, est-ce qu'un homme aurait mieux fait que moi, je ne sais pas. Dans le futur, comment voyez-vous les choses évoluer au niveau des salaires des femmes? Alors, je peux parler pour le CNRS, pour la rémunération des agents. Nous, on a des grilles de salaire, donc on pourrait se dire que normalement, les grilles, c'est des grilles, donc c'est égalitaire. Et en fait, on se rend compte que il y a 30% de chercheuses et il y en a un peu moins de 10% qui accèdent au corps de directrice de recherche classe exceptionnelle. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Il y a toujours des biais quand on juge une femme, on lui en demande toujours plus qu'un homme. Et même dans les jurys de concours, les femmes elles-mêmes peuvent être plus dures envers les femmes qu'envers les hommes. Donc c'est un problème, mais en tout cas on met en place des groupes de travail pour travailler sur ce problème-là. Quand on écrit des propositions d'emploi, on fait bien attention à ce que ce soit égalitaire et qu'une femme se sente autant concernée qu'un homme pour un emploi scientifique ou technique. Et également, on met en place si deux personnes sont qualifiées pour le même emploi, on va favoriser une femme. Donc il y a des efforts de fait pour arriver à l'égalité, mais il y a encore beaucoup de travail. D'accord. Pensez-vous qu'une sensibilisation plus accrue chez les jeunes permettrait un possible changement dans les inégalités hommes-femmes pour les futurs adultes? Alors ça, c'est absolument nécessaire, c'est indispensable. Chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les adultes, on voit, comme je le disais tout à l'heure, que dans les jurys de concours, il y a des biais qui sont là depuis que l'humanité existe. Et donc, c'est ancré dans notre cerveau. On a du mal à lutter contre. Donc, il faut vraiment être formé, il faut être informé qu'on a ce biais-là, on a l'habitude de préférer les hommes plutôt que les femmes. Donc, il faut le savoir et ensuite, on peut rectifier. Et donc, il faut mettre en place des formations parmi les employés et il faut mettre en place des formations parmi les très jeunes. À l'école primaire, à la crèche, à l'école maternelle. Les petits garçons peuvent jouer à la poupée et les petites filles peuvent jouer aux voitures. Ça, c'est vrai et c'est indispensable de le savoir et d'en avoir conscience. Et dans la science particulièrement, qu'avez-vous envie de dire à tous ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? J'ai envie de dire que la science, c'est un domaine passionnant, valorisant, très intéressant. On ne fait jamais deux fois la même chose. Donc, j'ai envie de dire à tous les jeunes de venir dans la science. On voyage, on fait des collaborations avec des gens à l'international. C'est très passionnant. Et alors, j'ai envie de dire à tous les jeunes de venir dans la science. Et même s'ils n'ont pas 19 de moyenne en maths et en physique, c'est pas grave, on y arrive quand même. Et surtout, j'ai envie de dire aux filles, allez-y, il n'y a aucune raison que les filles ne réussissent moins bien que les garçons. Donc il faut y aller, il faut avoir confiance en soi. Et puis, c'est des métiers très valorisants. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci, nous vous remercions de nous avoir éclairé sur le parcours d'une femme dans la science. Nous vous souhaitons également bonne chance dans vos recherches. Merci à vous. Elles sont importantes pour l'ensemble d'entre nous. Merci pour cet échange passionnant qui aura peut-être permis à des jeunes femmes de s'investir davantage dans la science. Merci. Le thème a été porteur et notre équipe vous propose ces réflexions
en 2 temps sur la place de la femme dans la science. On regarde le reportage. Je trouve que les initiatives sont très bien, c'est très positif pour justement améliorer l'égalité. On n'a pas vraiment... Il n'y a pas de but dans les programmes indiqués d'objectifs à ça. Et même s'il y en avait, je pense que ce serait pas très efficace. Non. Parce que on pourrait faire des séances, ce serait pas contre-productif d'essayer d'encourager les filles à se diriger vers des études scientifiques, mais je pense que malheureusement, l'impact sera très limité. Parce que le problème, il est culturel, il est vraiment ancré, il est profond. Et que pour résoudre ce problème, parce que c'est un gros problème qu'il n'y ait pas assez de femmes en sciences, il faudrait agir, mais très tôt, au niveau de l'école primaire. Alors, malheureusement, on n'a pas de chiffres aussi. C'est-à-dire qu'on se quitte en 3e. On n'a pas de retour sur quelle spécialité ils ou elles vont prendre au lycée, et puis après, dans le supérieur. Je suis pas sûr qu'il y ait un gros changement quand on parle un peu avec nos élèves. Malheureusement, moi, je constate que les filles qui veulent faire des sciences, très souvent, mais ça tu le diras peut-être mieux que moi, mais très souvent c'est pour médecine. Ça va être vraiment les métiers de soins à la personne, médecine, infirmière, en sciences physiques ou maths. J'ai rarement eu, je réfléchis, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs et je pense pas que c'est changé en 20 ans pour ma part. Mais c'est difficile, comme tu disais, pour... Alors, il y a quelques années, je me posais pas vraiment la question, en fait, parce que moi-même, pendant mes études, on n'a pas trop parlé des questions d'égalité des sexes en sciences. Mais depuis quelques années, et sûrement depuis l'histoire du mouvement MeToo, je suis plus sensible à ça, je fais plus attention. Par exemple, un exemple concret, dans le programme de 4e, quand on parle des organes reproducteurs, voilà, j'essaye de trouver un schéma où il y a vraiment tout, et non pas comme ceux où moi j'avais appris, où il manquait des choses chez les femmes. Et puis j'essaye d'intégrer les découvertes, par exemple Marie Curie ou d'autres personnes, Marthe Gauthier pour la trisomie 21, ce genre de choses. Ce que je ne faisais pas avant parce que ça ne m'était même pas venu à l'idée. Et surtout qu'il y a des personnalités que j'ai découvertes vraiment récemment. Marthe Gauthier par exemple. Foncez, bossez, foncez, allez-y. Oser aussi, oser faire des concours. Je sais que quand au lycée, il y a peut-être encore des concours scientifiques, faut oser. Et puis, se faire confiance. Et puis, peut-être pas forcément écouter son entourage qui dirait que les maths et la physique, c'est peut-être fait pour les garçons. Moi, je pense qu'il faut y aller. Elles ont toutes les compétences pour réussir, bien au contraire. Ouais, je pense qu'il y a une barrière, il y a une barrière psychologique, quoi. Une barrière socioculturelle, il faut la casser absolument. En tout cas, ne pas avoir peur de la physique, des maths, parce que je sais que ça peut avoir, ça a tendance à faire peur, entre guillemets. Et puis comprendre, la garçon comme fille, que les sciences, c'est basé sur l'échec. C'est grâce aux échecs que l'on apprend, qu'on progresse, et ça, c'est important. Merci les garçons pour ce reportage. Je vous laisse vous présenter. Donc moi je m'appelle Dany, je suis en classe de seconde 1 au lycée Charles de Gaulle. Et moi je m'appelle Kylian Julien et je suis aussi élève en seconde 1 au lycée Charles de Gaulle. Kylian, il me semble que tu as pu rencontrer une ingénieure. En effet, j'ai pu rencontrer une ingénieure qui s'appelle Laurent Sandry, qui travaille dans une entreprise qui s'appelle NXP Semiconducteurs, où elle va nous parler de son parcours scientifique, de son entreprise, des conditions de travail et des difficultés rencontrées. Merci beaucoup les garçons d'être venus. Bonjour, donc je m'appelle Laurent Sandry, je travaille dans une entreprise qui s'appelle NXP Semiconducteurs depuis maintenant plus de 30 ans.
Alors, la difficulté principale, et là je parle vraiment en tant que femme ingénieure, c'est la gestion du temps. Quand on est femme, et d'autant plus quand les enfants arrivent, c'est très difficile de concilier la vie professionnelle. Alors c'est très difficile. C'est plus compliqué de gérer la vie professionnelle et la vie perso. Alors, les aspects positifs, il y en a plusieurs, et c'est pour ça que ça contrebalance peut-être ces désavantages, enfin c'est des avantages, c'est pas des désavantages. Les points positifs, c'est l'autonomie. L'autonomie immense qu'on peut avoir dans son travail, c'est-à-dire que le matin, personne ne me dit « tu dois traiter ci, tu dois traiter ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Je gère complètement mon travail. Deuxième aussi grand avantage, c'est le fait de pouvoir changer, comme je le disais. On voit dans le parcours que j'ai eu, je suis passée donc du coup de la recherche à la gestion de projet, ensuite au marketing. Ce sont des métiers qui sont très différents quand même. Et maintenant à la qualité. Alors, il y a une mesure à laquelle je pense en particulier au niveau de notre entreprise. Donc, notre entreprise, c'est 30 000 personnes au niveau mondial. Et notre CEO, notre PDG, a décidé de mettre en place un indicateur de la représentation des femmes en R&D. Alors, ça peut arriver de temps en temps, oui, mais c'est des remarques que vous pourriez entendre n'importe où. Dans la sphère privée, j'en entends autant que dans la sphère professionnelle. Il n'y en a pas plus dans le professionnel que dans le privé. Alors, justement, ça c'est important pour les jeunes filles aujourd'hui de comprendre que plus elles iront vers des métiers scientifiques, techniques de pointe, mieux elles seront payées. Alors, les obstacles professionnels, il n'y en a pas. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Il n'y a pas d'obstacle. Elles feront ce qu'elles ont envie de faire. Si elles veulent faire une prépa, elles veulent faire une école d'ingénieur, il n'y a rien qui s'y oppose. À part les résultats, évidemment, hein, un résultat qui permet de le faire. Mais il n'y a rien qui s'y oppose. Absolument rien. Nous allons poursuivre ces découvertes avec la vidéo qu'une autre classe nous propose. Ils se sont interrogés sur les sciences et les femmes aussi. Reportage. Bonjour, je m'appelle Salomé, je suis en seconde au lycée Charles de Gaulle et je suis accompagnée de Loane et d'Anana. Célie et Sidonie nous ont aussi aidés à faire ce reportage. Donc nous avons fait différents projets en lien avec l'égalité des genres dans les sciences avec Madame Marel, professeure d'anglais et d'euro, et Madame Collinet, professeure de SNT. En 2023-2024, des élèves d'euro avaient travaillé sur des portraits de femmes scientifiques, comme on peut le voir en image. En classe d'euro 2024-2025, nous avons travaillé sur Women in STEM. Chaque groupe a choisi un pays sur lequel il devait faire des recherches sur le pourcentage de femmes dans les sciences, l'histoire, etc. Nous avons ensuite fait des affiches qui ont été exposées au CDI et dans la galerie vitrée en mars, mois des droits des femmes, à partir du 10 mars, semaine des mathématiques. Toujours en classe euro, nous avons créé des sondages. Il y avait des questions générales sur les préférences des élèves, leur scolarité et leur enfance. Ces sondages accompagnaient notre exposition et les élèves pouvaient y répondre. Certains venant d'Italie pour rencontrer leurs correspondants ont aussi pu y répondre, ce qui nous a permis de comparer des stéréotypes français et italiens. Parmi les collégiens français, sur 91 élèves, 74 estiment avoir grandi avec des stéréotypes.
Sur 10 Italiens, 6 estiment aussi avoir grandi avec des stéréotypes. On constate aussi une différence sur les pensées. 3 garçons français pensent qu'il est normal qu'il y ait plus d'hommes que de femmes dans les sciences. Aucun Italien ne pense ça. Nous sommes intervenus dans plusieurs classes pour sensibiliser les collégiens et les écoliers sur les femmes scientifiques, leurs histoires et encore les tâches qu'elles ont accomplies. Nos professeurs de SNT et d'anglais nous ont accompagnés et ont fait une petite introduction à la classe afin de présenter les femmes scientifiques en général. Nous avons eu l'idée de faire un diaporama avec des questions pour que cela soit plus intéressant pour eux. À la fin de notre présentation, les élèves nous ont posé pas mal de questions. Nous avons même fait un débat sur l'égalité homme-femme. En plus de cette intervention, nous avons fait une vidéo avec un diaporama et un audio sur les femmes scientifiques, plus précisément sur Elena Piscopia. Les élèves du lycée Charles de Gaulle ont aussi eu la chance de rencontrer différents scientifiques lors de rencontres organisées sur les jeudis du mois de mars. Comme Margot Peluchon, ingénieure agronome dans les eaux du bassin Canet, Raphaël Lemaire, Emmeline Rapal, Élise Kastner, toutes 3 doctorantes en informatique, et Laurie Dionis, doctorante en astrophysique, qui est aussi finaliste au concours Mathèse en 180 secondes. Nous tenons à remercier les quelques élèves de seconde 2, 4 et 5, ainsi que mesdames Collinet et Harel, qui ont réalisé un projet en combinant maths et anglais sur les femmes de la science. Après la poésie de la science, on enchaîne avec la poésie du corps, avec la danse. Emma, tu nous parles en effet de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la danse. Oui, car je pense que nous sommes encore prisonniers de nos représentations. Regardons ce que ton reportage a à nous apprendre. La danse est un art physique. Un art parce qu'on va vouloir mettre une intention, parce qu'on va vouloir raconter une histoire avec des personnages, un début, un milieu, une fin, mais aussi parfois une histoire où on va juste vouloir transmettre une émotion. C'est aussi un art qui est physique parce que c'est le corps qui s'exprime, ou en tout cas on s'exprime par son mouvement. Mais danser, ça se réduit pas, la définition de la danse, ça ne se réduit pas à ça, ça se réduit pas à un art physique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand on danse, on se sent bien, on sent que nos muscles travaillent, on se débarrasse des tensions qu'on a accumulées au cours de la journée. Ça fait vraiment du bien, et même si parfois ça peut faire mal, quand on fait des étirements, quand on se penche en avant ou qu'on monte sur les pointes. On se sent libre, on oublie le quotidien, on se vide la tête. Pour moi, c'est comme si je faisais glisser tous mes sentiments de ma tête à mon corps pour les ressortir dans une chorégraphie. Quand je danse, je suis simplement concentrée sur comment je vais poser mon pied au prochain temps. Il n'y a plus que le corps et la musique qui comptent. Après un cours de danse, le corps est détendu. Ça fait vraiment du bien parce qu'on relâche toutes les tensions qu'on a accumulées au cours de la semaine ou même au cours de la journée. Après, si on a bien travaillé, on peut aussi avoir des courbatures. Mais ça veut dire qu'on s'est musclé et qu'on en aura peut-être moins au cours suivant. Après le cours de danse, on se sent beaucoup mieux que quand on est entré, on a la tête vide, on est détendu, on se sent très bien, on est fatigué aussi, on est prête à aller dormir. Et quand on a donné le meilleur de soi-même, ça fait du bien. On peut commencer la danse n'importe quand. Il faut juste adapter le type de danse à son corps et à ce qu'on aime. Le corps va pas être le même quand on a 15 ans que quand on en a 50. Et les danseurs de classique, par exemple, arrêtent vers 40 ans parce que c'est une danse qui nécessite beaucoup physiquement et que le corps ne peut plus suivre. Pour commencer, je vous conseille du jazz ou alors de la danse de salon. Mais même mettre la musique à fond chez soi et danser comme on veut, quand on veut, c'est génial. Après l'interrogation sur la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine et professions diverses, nous avançons dans une bulle plus restreinte, la famille. Pour cela, nous accueillons une équipe de 4 chroniqueurs. Tu chercheras avec moi la parité. En effet, 4 garçons ensemble, nous vous laissons vous présenter. Bonjour à tous, nous sommes Télio, Isaac, Tasraoui et Arnaud. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la façon dont le travail des parents influence le foyer, que ce soit sur les choix de carrière des enfants, le mode de vie ou les inégalités sociales. Nous avons choisi ce thème parce qu'il touche tout le monde et met en lumière certaines inégalités, parfois peu visibles. Il est essentiel d'informer sur ces réalités
et de comprendre à quel point l'environnement familial façonne l'avenir des enfants. En 2014, par exemple, 47% des fils de cadres supérieurs sont devenus cadres contre moins de 10% des enfants d'ouvriers. Dès l'adolescence, ces écarts se dessinent. 58% des garçons de cadres veulent suivre la même voie que leurs parents, contre seulement 4% dans le milieu ouvrier. Tout d'abord, j'aimerais évoquer la disponibilité et la qualité du temps passé en famille. Pour cela, je vais vous parler des horaires de travail des parents et leur possible influence sur leur disponibilité. En effet, un parent travaillant de nuit ou ayant des horaires de travail exigeants peut avoir du mal à passer du temps en famille et ainsi réduire la qualité de leurs échanges. Mais dans le cas contraire, si le parent a des horaires de travail plus accessibles, il peut donc passer plus de temps avec sa famille et ainsi améliorer leurs échanges. Cependant, si le travail a un gros impact mental sur le parent, son investissement dans les conversations en est ainsi réduit. En effet, un tiers des parents déclarent avoir déjà ressenti un fort stress et cela a pour conséquence une baisse de la qualité des interactions familiales. L'enfant peut donc ressentir un manque d'écoute ou d'attention, ce qui peut nuire à son bien-être émotionnel. De plus, une communication moins fluide peut engendrer des tensions ou des malentendus au sein du foyer, affaiblissant ainsi les liens familiaux au long terme. Donc, pour ma part, je me suis demandé quelles sont les valeurs et aspirations transmises. Les enfants absorbent souvent inconsciemment les valeurs de leur foyer. Un parent passionné par son métier peut inspirer son enfant à suivre une voie similaire. Par exemple, Arnaud, sa mère est pilote d'avion et il passe actuellement son BIA. De même, Isaac, influencé par son oncle coach sportif, souhaite poursuivre des études en STAPS. Le dialogue familial joue aussi un rôle très important dans leurs orientations. En discutant avec leurs parents des choix professionnels, les enfants acquièrent une meilleure compréhension des opportunités qui s'offrent à eux. L'instabilité économique mondiale entraîne des répercussions profondes sur les familles, influençant les relations et le bien-être des enfants. Les difficultés financières créent des tensions au sein du foyer, ce qui influence l'anxiété et l'insatisfaction, tandis que l'incertitude liée à l'emploi et au logement complique la stabilité familiale. Cette instabilité peut fragiliser les liens parentaux, parfois menant à des séparations et affecte le sentiment de la sécurité des enfants. Pour conclure, on voit que le travail des parents joue un rôle important sur la vie de famille et sur l'avenir des enfants. Il influence leur mode de vie, leur choix de carrière. Les différences sociales se font souvent sentir dès l'enfance et cela peut créer d'énormes inégalités. C'est pourquoi il est important de prendre conscience de ces effets pour mieux comprendre comment notre environnement familial peut influencer notre futur. En 2025 et depuis le Covid notamment, l'essor du télétravail et des horaires flexibles redéfinissent l'équilibre familial. Merci pour votre présentation qui fait réfléchir sur les choix que nous faisons et les influences ou les circonstances qui les guident, des circonstances qui nous offrent ou pas des opportunités. Roxane et Lou, des camarades de première G, ont réalisé un micro-trottoir sur l'accès à la culture. Bonjour à tous, nous sommes Roxane et Lou et nous sommes jeunes ambassadrices de la culture au théâtre de Caen. Nous avons pour mission de promouvoir la culture auprès des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à Caen et nous allons interviewer des passants pour mesurer les inégalités face au théâtre. Est-ce que vous êtes déjà allé au théâtre? Non. Enfin, pas vraiment en fait. J'y suis allée dans le cadre du lycée, mais pas depuis. Okay. Et quelle expérience vous en retenez du coup? C'était quand même intéressant. Allez-vous au théâtre régulièrement? Non. Pourquoi?
Parce que je m'y suis pas intéressé. En vrai, ça me tente, mais je me donne pas assez le temps pour. Mais ce qui est théâtre proprement dit, pour moi, il y a un trop grand décalage. Ce qui se passe sur la scène, pour moi, c'est pas naturel du tout. Donc, je préfère le cinéma. D'accord. Au fil du temps, je me suis aperçue de ça. D'accord. En culpabilisant énormément de ne pas aller au théâtre, parce que j'étais prof. Quelle image vous avez du théâtre? Une image positive. C'est chouette d'aller au théâtre, c'est plutôt reposant et puis ça permet aussi de retranscrire des scènes déjà jouées auparavant, ou des nouvelles. Est-ce que vous pensez que le théâtre c'est un milieu qui est inaccessible? J'ai aucune idée. Pour les tarifs, tout ça, je ne sais pas. Non, je regarderais plutôt le côté, on va dire, si des personnes se trouvent intéressées, ça dépend ce qu'il y a de montrer. S'il y a des pièces de théâtre ou des spectacles, là, je ne sais pas, je ne vais jamais. Moi, j'étais plutôt au cinéma. Et quelle image avez-vous du théâtre? Quelque chose de pas forcément accessible à tout le monde, mais souvent une belle expérience à vivre. Et pour vous, c'est quoi qui le rend inaccessible? Des préjugés et puis peut-être une communication globale qui atteint pas toujours toutes les cibles de personnes, quoi. Selon vous, est-ce que l'âge a une influence sur la façon dont on fréquente le théâtre? Malheureusement, oui. Je dirais oui. Est-ce que l'âge a une influence sur la façon dont on fréquente les théâtres? Oui, je pense. On y va quand on a plus de temps. Je pense plutôt aux retraités, choses comme ça, moi. Non. À Paris, je pense que plutôt les étudiants, ils doivent y aller un petit peu, mais pas tout le monde. Après, ça dépend de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas faire. Il y en a qui préfèrent aller au bar et d'autres aller voir une pièce de théâtre. Est-ce que tu penses que le théâtre peut être un milieu inaccessible pour certaines personnes? Non, je pense pas. De toute façon, le théâtre, on s'exprime majoritairement ce qu'on ressent. Nous aussi, on exprime plein de trucs. Donc tout le monde peut en faire en vrai. Et est-ce que tu trouves que sans les réductions, le prix c'est un frein pour les gens qui veulent potentiellement aller voir du théâtre? Non, je pense pas. Après, ça dépend des places que tu souhaites, mais en général, ça va. Est-ce que vous pensez que le milieu scolaire, donc pas forcément dans votre filière, mais dans d'autres lycées, informe suffisamment sur le théâtre et sur les programmes? Non, franchement, il y a des lycées ou autres qui en font pas du tout, donc non, pas assez. Quel changement vous proposeriez pour faciliter l'accès au théâtre? Bonne question. Je dirais la com du théâtre pour attirer plus de jeunes en fait. Je pense que c'est ça qui pêche un peu beaucoup. Et ce qui fait que, selon moi, mon opinion, c'est qu'il y a beaucoup plus anciens qui vont au théâtre pour l'instant parce qu'ils ont été habitués plus que les jeunes et le cinéma. Du coup, je pense que c'est la com qu'il faudrait changer. Je pense que ça dépend d'où on vit et puis ensuite ça dépend aussi des théâtres et les propositions qu'il y a au théâtre. Après, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même des belles propositions un peu partout, mais bon, encore une fois, là où on est, c'est un peu compliqué. Les pièces de théâtre, il y en a vraiment très rarement. Aujourd'hui, les théâtres qu'il y a plutôt chez nous, c'est plus des représentations cinématographiques que théâtrales, quoi. Donc. Quel changement proposeriez-vous pour faciliter l'accès au théâtre? Peut-être des formules découvertes. Avec des pièces qui sont faciles d'accès pour les personnes qui n'ont pas l'habitude du théâtre. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait encourager plus de jeunes à fréquenter les théâtres? Peut-être faire plus de communication dessus. Roxane et Lou, je vous laisse vous présenter et nous dire comment vous en êtes arrivés à vous poser cette question. Bonjour, donc nous sommes Roxane et Lou et nous sommes jeunes ambassadrices de la culture au théâtre de Caen. Nous avons pour mission de promouvoir la culture auprès des jeunes. Nous avons fait ce micro-trottoir car encore beaucoup de personnes ont des préjugés sur le théâtre comme un lieu inaccessible. Et nous nous sommes alors posé la question de pourquoi certains profils sociaux vont moins au théâtre que d'autres, notamment avec les jeunes de 15 à 25 ans qui vont moins au théâtre que des personnes plus âgées. À travers ce micro-trottoir que nous avons réalisé dans Caen, nous avons trouvé des facteurs récurrents qui font que les individus, et plus particulièrement les jeunes, se rendent moins au théâtre qu'ils ne le pourraient. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, chez le public caennais, ce manque d'accès à la culture n'est pas lié au prix des billets, mais plutôt à une communication sur les spectacles jugés peu attractive. À présent, nous entrons dans notre troisième temps de réflexion, l'égalité dans notre classe, rapidement raisonner avec la question du handicap.
Cela tenait à cœur à beaucoup d'en parler. Nous accueillons pour cela 2 reportrices. Bienvenue les filles. Bonjour à tous, je m'appelle Salomé Hu et je suis en classe de seconde. Bonjour, je suis Léna et on va vous présenter, des personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire. On a d'abord choisi d'interviewer Monsieur Vétier, le psychologue scolaire et conseiller d'orientation, qui a très gentiment accepté de nous écouter. Nous regardons alors avec vous cette rencontre. Bonjour, nous sommes en compagnie d'Alexandre Vétier, le psychologue scolaire et conseiller d'orientation du lycée Charles de Gaulle. Nous avons choisi comme thème les inégalités auxquelles font face les personnes handicapées pendant leurs études. Quel est votre rôle dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap, notamment les personnes aveugles? Ok. Donc, mon rôle dans l'accompagnement ou auprès des personnes en situation de handicap, il va être assez varié, puisque ça peut être déjà l'évaluation et l'accompagnement des familles pour la reconnaissance d'un handicap. Donc la reconnaissance d'un handicap dans la scolarité se fait auprès de la MDPH, donc la maison départementale des personnes en situation de handicap, qui permet de créer un dossier et que cette situation de handicap elle soit reconnue par l'éducation nationale et que soient mis en place des compensations. Donc moi je vais accompagner en fonction de la situation les familles dès leur entrée au collège, si la reconnaissance de handicap elle n'est pas faite, pour qu'on monte un dossier et qu'ensuite on puisse se rencontrer dans la mise en place de compensation et d'adaptation. Une fois que ce dossier, cette reconnaissance, elle est faite, il y a ce qu'on appelle des équipes de suivi de scolarisation qui vont se mettre en place tout au long de la scolarité des élèves, chaque année, pour remettre à jour et réévaluer les besoins de la personne en situation de handicap. Donc on va mettre en place des choses par rapport à son handicap, et chaque année, on va réévaluer s'il y a des choses à changer. Donc cette équipe de suivi, elle est composée de tous les professionnels extérieurs qui vont suivre la personne, de tous les professionnels nécessaires au sein de l'éducation nationale. Donc ça peut être les chefs d'établissement, ça peut être l'assistante sociale, l'infirmière, le médecin scolaire, le professeur principal, pour rendre compte un petit peu de ce qui se passe en classe, et puis moi-même en fonction de la situation. D'accord. Donc ce suivi se fait tout au long de la scolarité jusqu'à la terminale. Vous pensez que les lycées sont, avec tous ces aménagements et... C'est pas tant le lycée en lui-même qui doit s'adapter, c'est vraiment de faire le point chaque année et d'essayer justement de compenser au mieux le handicap chaque année en réévaluant la qualité des compensations. Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il y a trop de choses? Et puis pour que la scolarité elle soit compensée au maximum, pour que le handicap soit compensé au maximum et que la personne réussisse comme un élève qui n'est pas en situation de handicap. Très bien. Comment les enseignants sont-ils formés ou sensibilisés aux besoins des élèves? Je pense qu'ils sont sensibilisés dans le cadre de leur formation, mais comme je ne suis pas enseignant, je n'ai pas suivi la même formation, moi. Mais ils doivent être sensibilisés dans le cadre de leur master. Et puis ensuite, il y a des formations qui peuvent se faire au fur et à mesure de leur carrière qui sont proposées par le rectorat. Et vous avez donc suivi une formation spéciale pour venir en aide à ces élèves-là qui sont en situation de handicap? Moi, je suis psychologue, donc j'ai une formation en psychologie. Donc la base de ma formation, c'est quand même en master sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc de toutes sortes, ça peut comprendre le handicap. Donc j'ai pas une formation spécifique au handicap, mais j'ai une formation en psychologie qui m'aide, notamment en neuropsychologie, à comprendre les conséquences et les répercussions du handicap. Et au niveau psychopédagogique, les propositions qui peuvent être faites en termes d'aménagement en classe. Très bien. Merci de nous avoir accordé votre attention et vos connaissances, et au revoir. En écoutant toutes ces réponses, on voit bien que des efforts sont faits, mais il faut beaucoup de courage pour suivre des études. Le parcours est semé d'embûches lorsqu'on est en situation de handicap. Nous avons choisi ce sujet avec Sobella, Nolwenn et Léna, car cela touche une grande partie de la population française. Et parmi les cas de handicap, 80% sont des handicaps invisibles. Ils peuvent provoquer de l'incompréhension de la part des camarades ou collègues. Nous avons eu la chance de rencontrer Eda, lycéenne en seconde Bachibac et non-voyante. Bonjour Eda, comment vas-tu? Moi ça va, et j'aimerais juste vous dire merci pour m'avoir invitée sur ce plateau télé en tout cas. Pas de souci. Tout d'abord, nous savons que tu es partie en voyage scolaire en Galice. As-tu constaté des différences entre le lycée de ton voyage Erasmus et celui d'ici?
Alors, les seules différences notables dont on pourrait parler, c'est seulement que le lycée de Galice est assez petit, donc beaucoup plus petit que ce lycée, ce qui est assez étonnant parce que déjà, le lycée d'ici est assez petit en taille, parce que le lycée Charles de Gaulle, comparé à d'autres lycées de Caen, il est beaucoup plus petit. Après, en Galice, moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment l'aide des gens, parce que les gens, ils aident, ils sont là, ils nous parlent, ils sont souriants, c'est vraiment génial. Et du coup, je me suis fait beaucoup d'amis et je me suis très bien intégrée. Et c'était vraiment génial là-bas. Et vraiment, je remercie tous ceux qui m'ont aidée en Galice parce que ça a été vraiment génial. Et grâce à eux, mon voyage n'a pas été difficile et au contraire, il a été génial. Très bien. Ensuite, quels sont les principaux défis que tu as rencontrés au quotidien ou que tu as déjà rencontrés ? Alors moi, les défis que j'ai rencontrés au quotidien, si on pourrait parler d'un défi, mais ce défi a été vraiment génial et ça a été un parcours super. Alors j'aimerais parler de mon chien guide que j'ai eu récemment, qui s'appelle Hulotte et qui est une labernoise. Et j'ai mis 5 ans à réaliser ce projet incroyable qui était d'avoir un chien, parce que ça fait très longtemps que j'en voulais un et du coup ça a été un défi incroyable et le réaliser, y faire face et vraiment réussir à avoir un chien, ça a été juste génial dans ma vie et ça m'a ouvert des centaines de portes et c'est vraiment merveilleux. Et donc les défis sinon auxquels je pourrais faire face, c'est parfois la difficulté qu'on a nous parfois à cause de certaines personnes qui nous empêchent de faire les choses qu'on veut faire alors qu'on en est capable et du coup ça peut être assez compliqué parfois. Après, j'ai pas eu beaucoup à faire face à ça alors que je connais beaucoup de gens qui ont dû faire face à ça et beaucoup plus que moi. Et vraiment, voilà quoi. Enfin, en fait, les gens, il faut pas qu'ils nous mettent des obstacles encore plus que notre propre handicap et vraiment merci à tous ceux qui nous aident, merci à tous ceux qui sont là vraiment et parce que c'est vraiment utile tout ce que vous faites, nous aider par exemple quand on est en difficulté ou dans les bus, enfin vraiment c'est très important pour nous. Comment es-tu accompagnée par les enseignants et l'établissement ? Alors moi, je me sens plutôt bien accompagnée parce que tous les enseignants de ce lycée sont vraiment géniaux, tous ceux que j'ai, et je les trouve super gentils. Et pareil, l'adaptation des documents, tout ça, ça se gère super bien. Et maintenant, je peux travailler comme tout le monde et c'est vraiment que ça que je veux, vraiment travailler comme tout le monde, faire tout comme tout le monde. Pour moi, c'est très important. D'accord. Et en revenant sur Hulotte, est-elle tout le temps à côté de toi ? Ah oui, elle est toujours avec moi et c'est incroyable d'avoir un chien toujours avec soi, c'est merveilleux. Ça donne de l'amour et ça n'a rien à voir avec la canne blanche que j'avais avant, qui elle, c'était un morceau de plastique qu'on laissait dans l'entrée. C'est vraiment... Alors que la chienne, elle est toujours avec moi et elle est adorable et vraiment j'aimerais remercier tout d'abord la fondation qui m'a permis d'avoir un chien guide parce que c'est vraiment incroyable et ça m'a donné des centaines de... Enfin, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses, ça m'a ouvert des centaines de portes et avoir eu cette opportunité, c'est grâce à la fondation Frédéric Gaillan dans le Sud. Et j'aimerais vraiment demander à tous ceux qui peuvent de faire des dons à cette fondation parce que ça aide vraiment beaucoup de gens. En fait, la fondation Frédéric Gaillan, c'est la seule école de chiens guides pour les mineurs en Europe. Et donc, c'est la seule école qui autorise aux mineurs à avoir des chiens guides. Et je suis vraiment super heureuse d'avoir fait partie des mineurs qui ont pu avoir un chien guide grâce à la fondation. Et vraiment, c'est très important. Vous pouvez vraiment faire des dons à cette fondation parce qu'un chien guide, ça coûte 25 000 € et la fondation nous les donne gratuitement. Et c'est vraiment génial. Il faut vraiment les aider, tous les éducateurs qui éduquent les chiens. C'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment remercier Frédéric Gaillan qui nous a donné l'opportunité à nous de pouvoir... avoir un chien guide, de pouvoir aller faire ce voyage et d'apprendre autant de choses avec ce chien et de pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas donné à tout le monde. Et
Et vraiment, merci beaucoup. Te sens-tu bien intégrée dans ta classe et dans ta vie scolaire en général? En général, oui. Parce que là, la classe que j'ai cette année, elle est vraiment super géniale. Tout le monde s'intègre bien. Il n'y a pas eu de problème particulier. Franchement, c'est vraiment cool. De toute façon, moi, personnellement, je me sens pas complexée par mon handicap. Donc les gens, en fait, s'ils commencent à critiquer mon handicap ou à me dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose, ou des choses, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je ne les écoute pas. Je suis toujours du genre à dire, en fait, si je suis aveugle, ça veut rien dire et je peux faire ce dont j'ai envie. Et c'est pas un handicap qui va m'empêcher de qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Et donc, je leur ai toujours dit d'arrêter de me pousser à ne pas faire ce que je veux faire. Et vraiment, j'invite vraiment tout le monde, toutes les personnes en situation de handicap qui vivent ça au quotidien, vraiment... vous devez montrer aux autres ce dont vous êtes capable et ne jamais vous laisser complexer par votre handicap, parce que le handicap, c'est juste une différence supplémentaire avec les autres. Et si on était tous pareils, qu'est-ce que ça serait en fait la vie? Tout le monde serait pareil, il n'y aurait personne de différent et ce serait vraiment nul. Donc les personnes en situation de handicap, vous devez jamais vous laisser complexer par ça et vraiment, vous devez montrer ce dont vous êtes capable. Merci pour ta réponse. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré au lycée pour faciliter ton apprentissage? Améliorer au lycée, je vois pas grand-chose parce que vraiment tout le monde fait vraiment beaucoup d'efforts tout le temps. Les professeurs notamment qui transcrivent des documents, mon AESH qui est vraiment génial et qui me suit depuis 6 ans. Les améliorations au lycée, en vérité, il y en a pas beaucoup parce que même aux escaliers, il y a des bandes d'éveil de vigilance. Vraiment, et tout le monde fait attention. Après, peut-être ce qui pourrait être amélioré, c'est vraiment ne pas, par exemple, du côté des élèves, ne pas laisser des affaires par terre, ne pas se mettre, par exemple, dans les escaliers pour éviter qu'on se marche dessus. C'est assez compliqué quand il y a des choses qui traînent parce que ma vue ne marche pas très bien. Donc, comment dire que ça peut être difficile parfois. Mais sinon, je ne vois rien. Rien d'autre qui pourrait être amélioré. D'accord. Eda, est-ce que pour finir, tu aurais un message à faire passer à toutes ces personnes qui nous regardent? À toutes ces personnes qui nous regardent, j'aimerais dire que nous, en fait, le handicap, c'est une différence supplémentaire, comme je le disais tout à l'heure, et que ça ne veut rien dire, en fait. On a beau être aveugle, on peut faire tout comme on veut. Même les autres handicaps que je ne connais pas forcément, tout le monde peut agir, peut faire ce dont il a envie. Et en fait, quand vous nous empêchez parfois, certaines personnes, parce que je veux pas mettre tout le monde comme ça dans le même bateau, parce que c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment des gens géniaux qui justement nous permettent de faire plein de choses. Et vraiment, je veux dire aux gens qui pensent que nous, on est aveugles et que du coup on peut pas faire certaines choses, ou même les autres handicaps, en fait c'est vous qui fermez les yeux et du coup c'est vous qui vous handicapez à ce moment-là. Et comme vous vous handicapez, vous voyez plus en fait ce qu'on est vraiment. Et vraiment, j'aimerais faire passer ce message-là, et surtout à tous ceux qui pensent, qui sont complexés par quelque chose, que ce soit un handicap ou autre chose, une différence physique, une différence morale, ce que vous voulez. Vraiment, ceux qui se sentent différents des autres, vous devez jamais vous laisser complexer par ça. Vous devez en faire une arme, toujours. Toujours une arme qui vous permettra d'avancer et de montrer ce dont vous êtes capable. Vous êtes tous capables de faire changer les choses dans ce monde, parce qu'il y a plein de choses qui doivent changer, plein de choses. Et on en est capables, tous, ensemble, de faire changer ces choses-là. Merci beaucoup Eda d'être venue témoigner sur le plateau. Et après cette séquence, on se tourne désormais vers un sujet similaire. Sacha et Enzo se sont interrogés sur l'intégration que la société propose aux personnes en situation de handicap. C'est pas grave. Il faut vous y alliez. Échanger de place.
garçons, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Sacha et voici Enzo. Aujourd'hui, on va parler de handicap et inclusion à travers 3 thèmes, l'éducation, l'emploi et l'initiative. En 2018, 408 000 élèves handicapés étaient scolarisés, mais l'accompagnement reste inégal. Beaucoup rencontrent encore des difficultés au quotidien, malgré des progrès. Côté emploi, le privé n'emploie que 3,6% des personnes en situation de handicap, alors que la loi impose 6%. Dans le public, c'est un peu mieux, mais les discriminations existent encore. Heureusement, des actions comme Duo Day ou Job Dating existent pour aider à changer les mentalités. L'inclusion avance, mais il faut continuer à adapter la société. Et changer le regard des autres. Nous accueillons à présent 2 journalistes plutôt sportifs qui n'ont pas loupé les Jeux de Paris. Oui, mais surtout les Paralympiques. Que l'on a placés en septembre alors que c'était la rentrée. Le handisport manque déjà d'une grande visibilité et organiser les Paralympiques alors que c'était la rentrée des cours et le début du travail n'était pas forcément une bonne idée pour tout le monde. On comprend le besoin de transformation des sites entre 2 sessions de jeu, mais peu de personnes ont pu suivre à la télévision les épreuves ou sur place dans les stades. C'est pour cela qu'on a demandé le ressenti d'une personne qui a pu y aller. Il était aussi important d'avoir l'avis d'un sportif. Y a-t-il encore des manques de moyens et de prise en charge dans le handisport ? Merci les filles. Écoutons tout de suite le ressenti de ce bénévole et de ce joueur de basket, fauteuil. Je m'appelle Sébastien Vergin. J'ai été bénévole au Club France pendant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Je vais vous parler donc de cette expérience si vous le souhaitez. Alors quand j'ai été spectateur et que je suis allé voir donc des épreuves alors j'ai vu du volley assis, j'ai vu de la boccia, du tennis de table, du badminton et quelques autres épreuves. Les gradins étaient quasiment autant remplis que ce que j'ai pu voir à la télé pour les Jeux olympiques. Donc oui, il y avait énormément de monde sur les différentes épreuves. Alors de l'extérieur, en tant que participant, en tant que spectateur, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Au niveau de la sécurité, c'était impeccable. Le message, ça serait d'essayer de revivre la même chose. Alors après, ça sera pas forcément facile si les prochains JO à Paris, c'est dans 100 ans. Mais voilà, même si c'est pas sur les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, il y a plein d'épreuves qui se passent au cours de l'année ou au cours des années à venir en France et s'engager en tant que bénévole dans une organisation sportive, mais pas forcément uniquement sportive, c'est aussi la vivre de l'intérieur et voir comment ça se passe de l'autre côté en fait de la télé quelque part. Wilfried Davier, joueur de basket depuis 18 ans et bénévole au comité régional handisport Normandie depuis une dizaine d'années et aussi au comité départemental handisport du Calvados. Voilà, donc pour faire des journées d'initiation dans les établissements, dans les écoles et un peu partout sur le territoire normand et du Calvados. Le différence entre le basket fauteuil et le basket valide, c'est que nous on n'a pas de reprise de dribble. C'est-à-dire que quand on fait nos 2 poussées, après on dribble, on reprend notre ballon et on peut repartir. Voilà, sinon, il n'y a rien qui change. Le message, il est toujours le même au final. C'est que chaque année, et encore plus avec Paris 2024, on nous a dit oui, le handisport va être mis à l'honneur, oui, le handisport va être porté haut, oui, il va y avoir des moyens pour le handisport. Et au final, on se rend compte que on est quelques mois après Paris, il n'y a pas vraiment de changement. Et on apprend même que le budget pour le sport est en train de tomber. Donc c'est un problème. Le handisport coûte cher, le sport en général coûte cher, mais le handisport coûte cher. Donc ce qu'il faut, c'est des moyens financiers et des moyens humains, puisqu'il manque beaucoup de monde aussi pour pouvoir encadrer les pratiques et que les joueurs et les clubs puissent fonctionner correctement d'un point de vue humain et financier. Puisque là, il faut bien se dire qu'en Normandie, le basket fauteuil, c'est une catastrophe. Il y a un club à Caen, on fait plus que du loisir et on est très peu. Et il y a un club dans la Manche, à Équeurdreville, où eux, ils font de la compétition, mais ils survivent plutôt qu'ils ne vivent.
Donc voilà, et on essaye de redonner un élan, mais au fil des années, ça régresse plutôt que ça progresse, donc c'est compliqué. Après avoir visionné ce sujet sur les Paralympiques, un groupe d'élèves va nous proposer la rencontre avec une athlète de handisport. Bienvenue à vous, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis une élève de seconde dans le lycée Charles de Gaulle. Donc on a fait un reportage sur Olivia Lann, une sportive de handisport. Partons écouter cette pro du volley assis. J'ai 48 ans, je suis maman de 2 enfants et en situation de handicap, je suis dans l'équipe de France de volley assis. Mon handicap, c'est un déficit moteur de ma jambe et de mon bras droit. Je fais 3 entraînements de volley assis par semaine et 3 heures de préparation physique. Et non, malheureusement, je ne suis pas payée pour pratiquer ce sport. Je suis médecin généraliste. J'ai un cabinet à Caen. Est-ce que votre handicap vous pose problème dans la vie de tous les jours? Inévitablement, ça me pose quelques soucis. Je ne peux pas conduire, déjà, je me déplace que à vélo. Donc, par exemple, dans mon métier, pour mes visites, c'est embêtant parce que je fais toutes mes visites à vélo. Et on n'est pas dans la meilleure région pour faire les visites en vélo, ce qui peut souvent. Et personnellement, surtout pour accompagner mes enfants à droite à gauche, ils ont des activités extrascolaires qui demandent des déplacements que je ne peux pas faire avec eux. J'ai la chance d'être bien entourée, donc j'ai pu m'organiser un peu comme je voulais pour la maison, pour garder les enfants. J'ai mon mari qui est très présent et ma mère également. Au cabinet médical, on est 5, donc mes collègues pallient à mes absences en voyant mes patients beaucoup. Donc non, finalement j'ai réussi à m'organiser correctement pour pouvoir faire tout ça, même si c'est un gros emploi du temps. Est-ce que votre équipe de volley est mixte? Mon équipe de volley n'est pas mixte, c'est uniquement féminin. Alors non, on n'a pas toutes le même handicap. La plupart du temps, les filles avec qui je joue et les garçons de l'équipe masculine sont des amputés des membres inférieurs. Les JO, ça m'a apporté beaucoup de choses. Alors sur le plan personnel, parce que c'est quand même une expérience incroyable. Alors ça se prépare. Donc pendant 5 ans, j'ai fait beaucoup de compétitions internationales. J'ai rencontré beaucoup de personnes en situation de handicap aussi. Et c'est une expérience humaine assez terrible quand même. J'ai passé beaucoup de temps avec les filles de mon équipe, donc on a toutes des histoires de vie bien différentes, mais c'était super intéressant de croiser des filles avec des parcours de vie bien différents du mien. Évidemment, personnellement, ça m'a fait du bien de sortir de ma zone de confort. Où j'étais juste médecin et maman. Là, ça m'a fait du bien de connaître un peu le monde du sport de haut niveau. C'est pas mon monde du tout, c'est très particulier, mais c'est hyper intéressant. Professionnellement, ça m'a apporté aussi parce que j'ai pu me rendre compte des difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap. Bon, je les connaissais déjà un petit peu, mais là forcément, j'ai pointé du doigt plus de problèmes. Nous passons maintenant à l'interview de Antoine. Donc peux-tu te présenter en quelques mots Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 17 ans, je suis lycéen en classe de première au lycée Charles de Gaulle. Et cette année, j'ai participé à un échange avec ma classe d'italien avec le projet Erasmus+. Peux-tu nous dire les sports que tu pratiques Alors cette année, je pratique le tennis, le volley et les cours de sauvetage. À quelle fréquence et où pratiques-tu ces sports? Le tennis, je pratique 1 heure par semaine, tout comme les cours de sauvetage, et le volley, je pratique 2 heures par semaine. Y a-t-il des personnes en situation de handicap dans le sport que tu pratiques? Non, aucun. Nous avons appris que comme tu as dit, que tu étais allé en Italie à l'occasion du projet Erasmus+, et de l'échange de la ville de Padoue. Est-ce que tu as rencontré des différences au niveau de l'intégration des élèves étant handicapés? Alors, dans ma classe en Italie, dans les cours de sport, il y avait du coup aucune personne en situation de handicap. Du coup, on n'a pas vraiment pu voir les différences. Mais c'est connu qu'en Italie, les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus intégrées qu'en France. As-tu également remarqué des différences au niveau des genres, par la mixité par exemple? Alors, en termes de mixité, en Italie, c'est très mixte. Par exemple, on a appris le cha-cha-cha, qui est une danse. Et en cours de sport, on a été obligé de se mettre avec un gars et une fille.
D'accord, merci beaucoup de ta présence et d'être venu. Merci à vous. Merci pour cette interview. Nous abordons maintenant le 4e et dernier temps de notre émission avec des thématiques concernant l'égalité, mais cette fois dans le monde et à l'international. Passons au reportage de Nina et Maëline que nous retrouvons après. Quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. L'accès aux soins aux États-Unis. Donc je suis un ancien cadre dirigeant d'un groupe agroalimentaire. J'ai quitté le groupe cet été pour d'autres projets professionnels, mais j'ai vécu, dans le cadre de cette expérience, j'ai vécu 8 ans aux États-Unis, où j'étais en charge de toute la partie américaine du groupe. Première question, quelles sont les différences remarquées entre la France et les États-Unis, l'accès aux soins? Vous expliquez. Ok. La grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, la santé, c'est un business par rapport à la France. Alors, en France, il y a des gens qui font du business dans la santé, mais il n'est pas orienté de la même manière en termes de rentabilité. Ce point-là, il impacte énormément de choses en dessous, au quotidien, pour les gens, sur leur rapport aux soins. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le même accès à la qualité des soins. D'accord. Vraiment, on vous dit dans quel hôpital faut aller, dans quel hôpital faut pas aller, et si vous n'avez pas la bonne assurance, faut pas aller dans les bons hôpitaux parce que vous allez avoir une facture énorme et on vous envoie les factures. Vous recevez littéralement les factures de vos soins chez vous. On a encore des dispensaires où tous les matins, il y avait une queue une quinzaine de personnes dans des états de santé visiblement catastrophiques qui faisaient la queue pour avoir accès à des quelques médicaments gratuits. L'accès aux soins, est-ce qu'il faut faire des démarches ou juste on va à un cabinet et on est direct pris en charge? Ok. Donc aux États-Unis, malgré ce que j'ai dit, ils peuvent pas vous refuser si vous êtes en danger. Ils vont vous prendre à l'hôpital et ils vont vous soigner. Donc vous pouvez aller à l'hôpital. Avez-vous déjà remarqué des faits anormaux d'après vous pour l'accès aux soins? Ça revient un peu à ce qu'on disait en préambule tout à l'heure. Ce qui me paraît moins... Alors la normalité, elle est relative. Vous n'allez pas poser cette question à un Américain, il vous répondra pas la même chose que moi qui suis français avec culture française forte. Mais dans ma normalité à moi, oui, j'ai vu beaucoup de choses qui me paraissent anormales. Je vais vous donner un exemple. J'ai une employée qui partait en retraite à 75 ans. Je vais vous imaginer, 75 ans départ en retraite, c'était une ouvrière dans l'usine. Et elle boitait terriblement, elle pouvait à peine se déplacer. Elle a décidé de partir en retraite parce qu'elle n'arrivait plus à travailler. Et son genou était visiblement dans un état catastrophique et elle ne pouvait pas se payer l'opération de son genou. Donc, elle allait partir en retraite parce qu'elle ne pouvait plus travailler. Derrière, la retraite qu'elle allait avoir, elle allait être ridicule parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens pour mettre de côté, à titre privé. Et elle n'allait pas pouvoir se faire opérer du genou parce que ce n'est pas considéré comme une urgence vitale, si vous voulez. Donc ça, moi, ça m'apparaît complètement anormal dans l'équité, l'accès aux soins sur des choses qui semblent importantes, quoi. Est-ce que vous allez des fois hésiter pour vous faire soigner? Oui, il y a plein de gens qui vont hésiter à se faire soigner. J'ai des collègues amis français qui sont rentrés en France pour se faire soigner parce que ça leur coûtait trop cher, c'était pas pris en charge dans l'assurance. J'ai beaucoup de collègues américains, amis américains qui ont un système d'assurance avec un peu comme une franchise, avec un plafond. C'est-à-dire que vous allez payer jusqu'à X milliers de dollars de frais de santé par an. Et votre assurance dit, au-delà de 5 000 $ de frais de santé, vous ne payez plus rien. On prend tout à charge. Donc, le jour où vous avez une opération, le jour où vous avez un enfant, vous allez payer 5 000 $ de frais de santé. C'est sûr parce que vous allez les dépasser. Et après, vous ne payez plus rien. Et les gens qui avaient ce genre de phénomène attendaient d'avoir une année où ils allaient payer les 5 000 $ pour faire une couronne, soigner un abcès dentaire qui laissait traîner. Tous les petits frais de santé qui ne voulaient pas prendre en charge trop tôt parce que ça leur coûtait trop cher. Les prix moyens pour accéder aux médicaments? Vous êtes à bas revenu, équivalent SMIC un peu plus, vous avez quasiment tous les besoins primaires de santé pris en charge. Donc ces gens-là n'ont quasiment pas à payer pour prendre de médicaments. Et si vous n'êtes pas dans cette tranche de revenus, c'est-à-dire si vous avez un salaire, on va dire, de classe moyenne, vous avez intérêt à avoir une bonne assurance santé. Et selon votre assurance santé, vous pouvez avoir différentes prises en charge. Ça dépend. Ça va être difficile parce que ça va dépendre vraiment du cas de la personne, de son niveau de revenu, de son type d'assurance santé. Plusieurs types d'assurance. Il y a plein de types d'assurance possibles. C'est fait avec votre entreprise. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de travail, selon votre entreprise va négocier des frais d'assurance et des couvertures d'assurance avec des assureurs. Elle va vous proposer un ou deux plans plus ou moins chers, plus ou moins bien assurés. Y a-t-il une assurance et combien ça coûte à peu près? Ouais, donc voilà, il y a une assurance et après
Les coûts d'assurance peuvent vraiment varier d'une assurance à une autre. Mais faut considérer qu'une assurance coûte, là je vous ai dit 3 000, l'assurance au total elle coûte 15 à 16 000 par an. Mais c'est payé par l'entreprise sur une bonne partie parce que ça c'est notre politique d'entreprise. Pensez-vous qu'il y a de la discrimination au sein des ensembles hospitaliers envers les femmes ou les personnes typées ou ainsi que les touristes et handicapés? À titre personnel, j'en ai pas vu. Et sur ce point-là, je vais même vous dire, ça c'est mon ressenti personnel, hein. Attention, pas de généralité parce que je pense qu'il y en a, mais moi j'en ai pas vu dans les milieux que j'ai côtoyés. Et moi ce que j'ai vu, c'est l'inverse. J'ai vu un plus grand respect de la différence, paradoxalement aux États-Unis, que ce qu'on peut voir en France. Donc il y a de la discrimination par rapport à l'accès aux soins, mais une fois qu'on est dans l'hôpital, avec le personnel hospitalier que nous on a rencontré, on n'a pas eu ce ressenti-là. Au contraire, on a plutôt des gens qui étaient bienveillants et qui étaient plutôt très professionnels sur leur sujet. Nous avons avec nous les journalistes qui ont eu envie de parler de la santé, n'est-ce pas Nina? Oui, et plus spécialement l'accès aux soins. Donc on a pris le cas des États-Unis parce qu'on entend souvent parler de leur population la moins aisée, qui n'ont pas forcément l'accès aux soins ni aux médicaments les plus nécessaires. En effet, cette thématique touche beaucoup d'Américains. En 2013, 20% de la population n'avait pas d'assurance, ce qui limite beaucoup l'accès aux soins. Donc une assurance, ça coûte en moyenne 3 000 à 15 000 euros. On a découvert qu'aux États-Unis, c'était un vrai business, la santé. Par exemple, si vous avez un accident, vous serez directement pris en charge pour des raisons vitales, mais si vous n'avez pas d'assurance, vous pourrez être endetté une dizaine d'années parce qu'une opération du bras, ça peut coûter 17 000 euros. Nous avons été choqués par ces chiffres. Il y a une très grande inégalité entre les populations. Très bien, encore un sujet d'actualité. Merci à vous deux pour l'enregistrement de ce témoignage. À présent, on vous propose une double interview avec Ava de Première A. Le sujet parle d'un retour vers les femmes en Italie. Ava compare le parcours d'une femme à l'université en Italie et en France. Vous entendrez ce témoignage d'un professeur de mathématiques, de français et celui d'une jeune italienne de Padoue. Reportage. Serie di reportage dedicati all'accesso delle donne all'università e alle professioni prestigiose, sempre in confronto con l'Italia. Oggi il nostro punto di paragone sarà la Francia. Sarò accompagnato da Elena Benetti, una sociologa che porterà la sua conoscenza del nostro paese. Il signor insegnante e ricercatore di matematica in Francia ci spiegherà come funzionano le cose in Francia. Quindi inizierò con la prima domanda. Come le donne accedono all'istruzione supérieure? En France, lors de la rentrée universitaire 2020, environ 55% des étudiants étaient des femmes. Pourtant, en mathématiques fondamentales, moins de 30% des étudiants sont des femmes. Et en thèse, seulement 20% des étudiants sont des femmes. Quest'anno in Italia circa il 58% degli studenti universitari sono donne e il 39,2% di loro sceglie la matematica. Possiamo continuare con la prima donna laureata in Italia e poi in Francia. La prima donna a essersi laureata in Italia è stata Elena Lucrezia Cornaro Piscopia ed è stata la prima donna al mondo a essersi laureata. In particolare conseguì il dottorato in filosofia nel 1678. En France, c'est un peu moins de 200 ans plus tard, en 1968, que Emma Chenu obtient une licence de mathématiques. Prendiamo l'esempio delle donne nella scienza. Chi è stata la prima donna a entrare a far parte dell'Accademia delle Scienze? In Italia, Laura Bassi entrò a far parte dell'Accademia delle Scienze presso l'Istituto di Bologna nel 1732, dove divenne la prima professoressa universitaria stipendiata al mondo. La première femme française élue à l'Académie des sciences l'a été en 1979. C'est Yvonne Choquet-Bruat, une mathématicienne et physicienne. Elle nous a quittés cette année. E dalla parte degli avvocati, chi è stata la prima avvocatessa italiana e francese? Eh bien, ce que je peux dire, c'est qu'en 1901, Jeanne Chauvin est la première française à plaider. In Italia, Lydia Poët è stata la prima donna a iscriversi all'Ordine degli Avvocati nel
1883. In particolare, una serie su Netflix ripercorre la sua esperienza prima che potesse essere considerata un'avvocatessa. Grazie mille per tutte queste risposte. Possiamo quindi constatare che le università italiane hanno aperto le porte alle donne prima di quelle francesi. Tuttavia, tutte le donne menzionate durante questo scambio sono donne emblematiche importanti per il posto della donna nel mondo. Ci vediamo la prossima settimana per un nuovo reportage. Ciao ciao! Je crois que nous partons maintenant pour une région du monde où l'histoire est assez mouvementée. Oui, nous accueillons à présent des férus d'histoire et d'actualité qui se sont interrogés sur le conflit israélo-palestinien. Tu en fais d'ailleurs partie. Oui, nous voulions mieux connaître l'histoire de ce conflit qui est si important dans notre actualité. Nous avons une professeure d'histoire pour intervenir et nous expliquer l'ensemble. Nous vous remercions, Madame Hiram, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est parti. Israélo-palestinien est l'un des plus longs et les plus complexes de l'histoire moderne. Il débute en 1948 avec la création d'Israël sur un territoire habité par des Arabes palestiniens et façonne depuis la géopolitique du Moyen-Orient. Après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, l'ONU propose en 1947 un plan de partage de la Palestine sous mandat britannique, avec un État juif et un État arabe. Les dirigeants juifs acceptent, mais les Palestiniens et les pays arabes refusent. En 1948, Israël proclame son indépendance, déclenchant une guerre. Israël en sort vainqueur et agrandit son territoire, tandis que plus de 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés. C'est la Nakba. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël occupe la Cisjordanie, Gaza et le plateau du Golan. Cette occupation transforme durablement le conflit. Les Palestiniens vivent sous le contrôle militaire et l'OLP, dirigé par Yasser Arafat, intensifie son combat pour un État palestinien. En 1993, après des années de tensions, un espoir de paix apparaît avec les accords d'Oslo. Israël et l'OLP se mettent d'accord pour donner plus d'autonomie aux Palestiniens. Mais en 1995, tout s'effondre. Le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui avait poussé ces négociations, est assassiné par un extrémiste israélien contre cet accord. Ce choc freine complètement le processus de paix qui finit par stagner avec la montée des violences et l'expansion des colonies israéliennes. En 2006, le Hamas, un mouvement islamiste refusant de reconnaître Israël, prend le contrôle de Gaza après une guerre civile contre le Fatah. Depuis, la région est le théâtre de conflits récurrents, bombardements, tirs de roquettes, offensives israéliennes et un blocus sévère. La Cisjordanie reste sous occupation israélienne avec une expansion continue des colonies. Aujourd'hui, le conflit est à l'impasse. Israël renforce son contrôle sur les territoires palestiniens et les Palestiniens, divisés entre le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne en Cisjordanie, vivent sous occupation ou blocus. Malgré de nombreuses tentatives de négociation, les tensions restent vives et une résolution durable semble encore hors de portée. Voilà le petit topo que nous avions monté avec notre équipe. Madame Hiram, merci d'être venue. On vous garde encore quelques instants sur le plateau pour répondre aux questions de Paul, Jules et Timothée et d'apporter quelques précisions. Bonjour, donc nous sommes 3 élèves de seconde du lycée Charles de Gaulle à Caen. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui notre sujet c'est le conflit israélo-palestinien. Donc, nous avons choisi ce sujet car c'est un sujet très important dans l'actualité et très complexe qui mérite quelques explications. Cette vidéo n'a pas pour but de créer polémique, mais simplement d'informer. L'objectif est de mieux comprendre l'histoire de ce conflit qui a commencé vers les années 1900. Donc, pour cela, nous sommes accompagnés d'une professeure d'histoire du lycée Charles de Gaulle, donc Madame Hiram, bonjour. Bonjour. Donc, après cette vidéo explicative, on entend beaucoup parler du conflit israélo-Hamas plutôt qu'israélo-palestinien. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le Hamas et nous donner des explications?
Alors effectivement, le Hamas, en fait, c'est une organisation qui est née à la fin des années 80 pour défendre la cause palestinienne. Alors, vous l'expliquez très bien dans votre reportage, il y a plusieurs organisations qui défendent cette cause, et le Hamas est l'une d'elles. C'est une organisation pour la libération de la Palestine, islamiste, donc défendant une version traditionnelle et radicale de la religion musulmane, et qui veut la disparition en fait de l'État d'Israël. Et choisit pour cela en particulier, et c'est ce que nous illustre l'actualité, la résistance armée par des actions terroristes en particulier ou des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Même si cette branche militaire, elle a aussi un volet social auprès de la population de Gaza et aussi un volet politique, puisque c'est aussi cette organisation qui a gagné les élections dans la bande de Gaza en 2006. Donc c'est à la fois aussi l'autorité politique palestinienne dans le territoire de la bande de Gaza. D'accord. Et que s'est-il passé le 7 octobre 2023 ? Eh bien, le Hamas a organisé une attaque terroriste de très grande ampleur contre Israël, en sortant de la bande de Gaza et en attaquant les populations israéliennes de l'autre côté, donc de cette frontière, et créant du coup de cette attaque surprise extrêmement violente, plus de 1200 morts, et capturant au passage également 200 otages qui furent ramenés justement dans ce territoire de la bande de Gaza. Merci pour votre réponse. J'aimerais également savoir pourquoi les bombardements sont-ils concentrés sur Gaza ? Alors, il faut savoir que les territoires palestiniens, on va les appeler comme ça puisqu'il ne s'agit pas d'un État, se concentrent sur 2 territoires en Israël, la bande de Gaza et le territoire de la Cisjordanie. Et la Cisjordanie actuellement, dont on entend moins parler, est en fait concernée par un mouvement de colonisation de la part des Israéliens, où des Israéliens s'installent sur ces territoires qui normalement devraient être réservés aux Palestiniens. Quant à la bande de Gaza, au contraire, c'est vraiment un territoire duquel les Israéliens ont été chassés et qui est réservé entre guillemets aux Palestiniens. Et dans lequel, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le Hamas qui dirige. Et comme cette attaque, ces massacres provoqués le 7 octobre sont le fruit du Hamas et revendiqués par lui, eh bien, l'armée israélienne riposte directement sur là où se trouvent les combattants du Hamas, c'est-à-dire la bande de Gaza. Merci beaucoup, Madame Hiram, pour ces explications. Ce conflit est en effet très complexe et très ancien. Et malheureusement, il semble encore difficile d'imaginer une solution durable à court terme. Voilà un temps très enrichissant et qui permet de jeter un œil plus avisé sur l'actualité, malheureusement encore bien présente dans cette région du monde. Merci à vous tous et merci à vous, Madame Hiram, de nous avoir accordé ce temps. Nous partons maintenant pour Mayotte avec une vidéo réalisée par quelques élèves de première G. Cyclone Chido, le 14 décembre 2024, et Dikeledi, le 12 janvier 2025, ont durement frappé l'île de Mayotte, département d'outre-mer français situé dans l'océan Indien. Les dégâts infrastructurels et humains sont considérables et leur ampleur est énorme. Le nombre de morts à Mayotte est un cas de désinformation totale. 10 jours après le passage du cyclone Chido, la préfecture de Mayotte a livré un bilan du nombre de victimes. On compte 39 morts et 4260 blessés, dont 124 grièvement. 3 semaines après le passage du cyclone, le bilan est toujours d'au moins 39 morts et plus de 5600 blessés. L'île se trouve dans une situation sanitaire précaire après les dégâts du cyclone Chido mi-décembre. Prévue le 13 janvier dans l'archipel français de l'océan Indien, la rentrée des 115 000 élèves avait d'abord été décalée au 20 puis au 27 pour faire face aux dégâts causés par Chido, puis par la tempête Dikeledi, car les locaux étaient trop abîmés et que la sécurité des élèves ne pouvait être assurée. Maintenant, je vais vous parler de la situation avant et après la catastrophe. Avant le cyclone, Mayotte se trouvait déjà dans un contexte humanitaire préoccupant. Les infrastructures de santé étaient très précaires et en danger.
Il y avait également des manifestations et des troubles civils qui touchaient l'île à cause des tensions socio-économiques. Le niveau médian de vie des habitants de Mayotte est 7 fois plus faible qu'au niveau national. Il y a également de nombreux flux migratoires. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté nationale, soit 5 fois plus qu'en France. Ce cyclone tropical intense a rasé des zones entières du territoire avec des vents à plus de 225 km/h. Il y a eu 39 morts et plusieurs milliers de blessés. 2 mois après le passage, la végétation commence seulement à repousser. Des bâches remplacent encore les vides laissés par les toits arrachés. Cette catastrophe est considérée comme l'une des plus dévastatrices en France depuis la Seconde Guerre mondiale. L'urgence est toujours présente, même après 2 mois. L'eau manque dans les magasins. La plupart rationnent les packs vendus par client. L'accès à la nourriture reste toujours un enjeu préoccupant. On parle peu des inégalités entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine, notamment des inégalités économiques et sociales. Mais pour comprendre l'ampleur d'une telle catastrophe sur une île comme Mayotte, il faut aussi voir dans quel contexte s'inscrit cette catastrophe. Donc par exemple, le niveau de vie à Mayotte, le niveau de vie médian est 6 fois inférieur à celui de la métropole. Le taux de chômage à Mayotte, il atteint les 30%, soit presque 4 fois plus qu'en métropole, d'après l'INSEE. Le logement aussi fait partie des grandes inégalités. Une grande partie de la population mahoraise vit dans des logements insalubres, sans accès à l'eau courante ni à l'électricité. En effet, il y a beaucoup plus de bidonvilles et des logements informels à Mayotte. On a aussi des très fortes inégalités en matière d'éducation et de santé. Le taux d'illettrisme est alarmant. Il touche presque 70% des jeunes mahorais, d'après les statistiques de la journée de la défense et de la citoyenneté. L'accès aux soins est très très limité, avec un manque criant d'infrastructures hospitalières. La maternité de Mamoudzou, par exemple, la plus importante de France, fait face à une surcharge chronique. À Mamoudzou, il y a un seul hôpital qui s'appelle le CHM et les conditions de soins sont vraiment difficiles. Il y a notamment souvent des évacuations vers la Réunion ou la métropole. On a énormément d'inégalités territoriales entre la France métropolitaine et Mamoudzou. Mayotte, elle souffre d'un manque d'infrastructures de base, routes, transports en commun, équipements publics. L'accès à l'eau aussi est beaucoup plus compliqué qu'en métropole. Les pénuries d'eau sont fréquentes, affectant la vie quotidienne et donc l'économie. La gestion des déchets aussi, elle est bien différente. La gestion des déchets est très très problématique, avec des décharges sauvages et un manque de structure et de traitement. Donc en fait, ces chiffres ils sont plutôt alarmants et ils témoignent déjà d'une situation d'urgence avant cette catastrophe. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi c'est plus compliqué à Mayotte de se relever de cette catastrophe que la réaction du gouvernement français face à la catastrophe naturelle à Mayotte fut telle que Macron, qui a présidé une réunion consacrée à la situation à Mayotte, s'est rendu à Mayotte et a décrété un deuil national sur X. Le Premier ministre, François Bayrou, a affirmé mobiliser l'ensemble des moyens pour le département le plus pauvre de France. 3 syndicats également patronaux ont exprimé leur solidarité et demandé des mesures de soutien. Et des collectivités se sont mobilisées pour donner un soutien financier aux opérations d'urgence. Par exemple, la métropole du Grand Paris a donné 500 000 euros. Le Var, l'Eure et la Loire ont donné, eux, 10 000 euros. Le Parti socialiste a demandé une journée de deuil national et une minute de silence a été demandée au Parlement européen ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Aux Comores, il y a eu un deuil national d'1 semaine. Les aides attribuées à Mayotte ont été 20 tonnes de nourriture, 150 conteneurs de nourriture et d'eau. Chaque jour, l'avion militaire A400M chargé de produire a été chargé d'amener des aliments sur l'île. Des habitants dits alertés des zones sécurisées. Un certain nombre n'ont pas pu rejoindre ces abris à temps parce qu'ils n'ont pas été prévenus dans les temps. La Croix-Rouge a amené 20 tonnes de matériel comme de l'eau potable, des jerrycans, des seaux, du savon et des produits d'hygiène. Le ministre de l'Intérieur, Camille Chaise, a déclaré que 800 personnels de la sécurité civile, 1600 policiers et gendarmes et 10 militaires français allaient être envoyés sur l'île. Les secours populaires ont donné 5 000 euros. Mais des immigrés n'ont pas rejoint les abris, pensant que
cette mesure d'aide serait un piège. Une reconstruction difficile pour Mayotte parce que la rentrée scolaire a été décalée. Il y a eu la fermeture de beaucoup de PME. Plein d'habitants immigrés clandestins ont peur actuellement de se faire expulser de Mayotte et la majorité vivent dans des logements insalubres. Donc il n'y a pas de changement du point de vue des logements. Les médias en ont un peu parlé. Par exemple, sur France 2, il y a eu une soirée de soutien et de solidarité organisée en décembre. On pense bien encore aux Mahorais qui ont vécu une année encore plus difficile. On a justement avec nous Tasraoui. Et Antoine, c'est à toi. Eh bien oui, Tasraoui, moi j'ai eu la chance d'aller à Mayotte. Ça fait combien de temps que tu es en métropole? Ça fait 3 ans. Qu'est-ce qui est difficile pour toi aujourd'hui entre Mayotte et la métropole? C'est le niveau d'études. Comment, quand tu étais à Mayotte, tu vivais où et tu étais à quel niveau d'études? Mets bien ton micro. J'étais en 4e et j'habitais à Mtsamboro. Si tu avais un endroit à m'emmener à Mayotte, ce serait lequel? Mtsamboro. Pourquoi? Parce que là-bas c'est calme, il n'y a pas de violence. Et puis les plages sont beaux. Le plus beau lago du monde? Oui. Voilà. Tu fais de la pêche? Des fois, oui. D'accord. Qu'est-ce qui te manque beaucoup? C'est le soleil? Parce qu'en Normandie, il pleut quand même beaucoup. Oui, c'est le soleil. Si tu avais un message à passer aux Mahorais, parce que tu as vu, les premières ont fait un reportage pour parler de Mayotte, ce serait quoi? Je sais pas trop, je dirais que... Regarde-moi. On est entre nous. Je peux pas blanchiment. Tu peux pas parler. Alors, est-ce que tu es d'accord qu'avec la classe, on regarde le documentaire qu'on a fait avec des jeunes de Dieppe et qu'on parle de Mayotte ensuite, ensemble? Oui. Bah, merci beaucoup à toi. Voilà les filles. J'avais besoin de faire une petite parenthèse sur Mayotte parce qu'ils ont besoin de nous aujourd'hui, aussi bien en matériel, en argent et en compassion. Merci pour ce plateau. Eh bien, merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Sur ce, s'achève notre émission. Merci à tous les invités et journalistes, mais également à l'équipe de Reporters Normandie Jeunes, mais surtout à Antoine qui nous a suivis tout au long de l'année. Merci à tous d'avoir regardé cette émission.